Bonjour à tous et bienvenue dans Week-end Mortel, la série de vidéos dans lesquelles je vous invite à la découverte des curiosités les plus macabres d'une ville. Aujourd'hui je suis à Montréal pour vous parler de meurtres à la hache, de fantômes un peu turbulents et de choléra. Bien avant d'être institutionnalisée par les humains, la violence était déjà présente par le biais des agressions dites interpersonnelles. Dans cet article publié dans Nature, une équipe de chercheurs espagnols a voulu cerner les dynamiques autour de la violence létale entre mammifères d'une même espèce. Au passage, ils nous livrent quelques statistiques et vous pourrez constater que l'ordre des primates est le plus violent avec ses congénères. Et le grand singe que nous sommes n'échappe malheureusement pas à la règle. La violence peut être décelée par l'archéologue grâce à l'étude des squelettes qui portent les traces des batailles ou des meurtres du passé. Cette spécialité, c'est la paléopathologie qui s'attache, entre autres, à étudier les traumatismes de nos ancêtres pour mieux comprendre leur mode de vie ou leur mode de combat. De nombreux types d'armes différents ont été employés lors des conflits au fil du temps. Parfois, on retrouve même un morceau d'arme fiché dans l'ossement. C'est le cas ici avec cette pointe de flèche en silex retrouvée dans un humérus humain sur les berges de la rivière Tolance. La vallée du fleuve Tolance s'étend au nord-est de l'Allemagne. Cet endroit a été le théâtre d'un violent conflit armé qui a mobilisé plusieurs centaines d'hommes. Ils se sont affrontés lors d'un combat il y a environ 3200 ans et ils ont laissé derrière eux leurs haches, leurs maillets de combat et des effets personnels comme des bracelets, des bagues et ces petites torsades métalliques probablement utilisées pour orner leurs mèches de cheveux. Et notre fameux guerrier de Tolance est loin d'être le seul à avoir conservé en lui un fragment de l'arme qui l'a tué pour l'éternité. Car, croyez-le ou non, mais retrouver un morceau d'une arme dans un squelette sur le terrain, eh bien ce n'est pas si rare. Ici, dans le bassin de cet homme inhumé sur le site de Nekin-Getachen en Arménie, on a carrément retrouvé un bout de lance en bronze. Vous noterez que l'os s'est reformé autour du fragment d'arme. Cela veut tout simplement dire que l'homme a survécu suffisamment longtemps pour que l'os commence à cicatriser. Parfois, on n'a pas la chance d'avoir un bout d'arme planté dans l'os. Mais pas de panique, dans ce cas, il est tout de même possible de retrouver les caractéristiques de l'arme et de déduire sa nature. On utilise pour cela des techniques d'observation d'anthropologie médico-légale, appelées aussi anthropologie forensique, et popularisées par des séries policières comme Sherlock Holmes ou Bones. Concrètement, il faut regarder très attentivement l'aspect de l'os sur et autour de l'impact afin de déterminer le type d'arme utilisée. Cette méthode nous permet de mettre en lumière l'utilisation d'armes très originales. Par exemple, on sait grâce au squelette d'un homme que les archéologues ont baptisé Kakucha qu'il y a 700 ans en Australie, on utilisait déjà la Wona, le fameux boomerang de guerre. Mais l'arme dont je vais vous parler maintenant, c'est la hache. Depuis le néolithique, elle accompagne les guerriers et les meurtriers du fond des âges. Première petite précision, une hache n'a pas besoin d'être en métal pour tuer quelqu'un. Les haches en silex ou en jadéite poli du néolithique font très bien l'affaire. Vous vous demandez peut-être comment s'utilise une hache lors d'un combat. Eh bien, de plusieurs manières en fait. Il existe des haches qui peuvent être des armes de jet. Vous pourrez trouver dans certaines sources que c'était le cas pour la francisque utilisée par les Mérovingiens ou les Carolingiens par exemple. Toutefois, la hache est majoritairement tenue à la main et utilisée pour le combat rapproché. Dans les deux cas, la hache, c'est un instrument à la fois contondant et tranchant. Il provoquera donc à la fois une incision dans l'os et un enfoncement latéral de la surface de l'os. En cas de coup sur la tête, l'éclatement ou non de la boîte crânienne dépendra bien sûr de la violence du coup, mais surtout du point d'impact. Comme vous pouvez le voir ici sur cet exemple archéologique, avec une hache en pierre, il est possible de ne pas percer l'intégralité de l'épaisseur de l'os, quand on frappe trop légèrement sur une zone où l'os est trop épais. C'est ce qui peut arriver si on frappe au niveau du frontal, des pariétaux ou de l'occipital par exemple. En revanche, l'écaille temporale, qui est très fine, est un endroit stratégique pour asséner un coup létal. La hache, c'est un peu l'arme par excellence de l'Indien dans l'iconographie occidentale. Pourtant, de nombreux sites archéologiques livrent des vestiges qui prouvent que les natifs utilisaient très régulièrement des masses d'armes à la place des haches.
particulièrement dans les sites du centre et du sud de la Californie. Alors bien sûr, de nombreux sites archéologiques d'Amérique du Nord fournissent aussi des traces d'attaques perpétrées à la hache. Une des plus vieilles traces de ce type d'attaque date de 1500 avant notre ère et provient de 2 sites de l'île de Kodiak dans le golfe de l'Alaska. Quelques 2800 ans plus tard, sur le site de Norris Farm 36, on utilise à peu près les mêmes armes. Sauf que sur ce site archéologique, les pertes humaines sont beaucoup plus impressionnantes. Et on trouve les preuves de traitements infligés à des individus vivants que je ne souhaiterais même pas à ma pire ennemie. Le site de Norris Farm 36 est rattaché à la culture Oneota, qui se développe dans les grandes plaines orientales et le long du Mississippi. Cette culture, constituée de sociétés sédentaires à faibles effectifs démographiques, affiche une architecture domestique de type longhouse en bois. Dans la nécropole de Norris Farm 36, les tombes sont oblongues et le plus souvent individuelles. Sur les 264 corps retrouvés, 43 montrent des traces de mort violentes et plusieurs dizaines portent des traces de coups qui ont guéri. Parmi les personnes attaquées, 39% étaient des hommes et 29% étaient des femmes. Une bonne occasion de souligner que oui, les femmes sont aussi des victimes de la guerre, et pas seulement à cause des raids effectués dans les villages. Elles prenaient parfois part au combat. Dans son autobiographie, l'explorateur James Beckwourth cite qu'une femme au nom imprononçable a été chef de guerre chez le peuple Crow. Chez les hommes comme chez les femmes, on trouve également des traces de mutilation post-mortem qui se rapportent à la prise de trophées guerriers, comme par exemple des démembrements ou le très célèbre scalp. À Norris Farm 36, on trouve ainsi 14 personnes scalpées et 11 personnes décapitées. Mais si j'ai décidé de vous parler de Norris Farm 36, c'est parce qu'un phénomène très intéressant a été mis en lumière sur ce site archéologique. 5 personnes, toutes des femmes d'ailleurs, ont été particulièrement malmenées. Pour 3 de ces femmes, on trouve des blessures liées à des scalps qui ont cicatrisé. Ce site archéologique nous fournit donc la preuve que le scalp n'était pas seulement une pratique post-mortem, mais qu'il pouvait être pratiqué sur des individus bien vivants. Pour résumer, bien employée, la hache est une arme redoutable. En revanche, mal utilisée, elle peut entraîner une mort lente et douloureuse. Ce fut malheureusement le cas pour Madame Martineau, qui a été attaquée à la hache par son mari à la sortie de la messe dominicale de la basilique Notre-Dame de Montréal le 23 mars 1833. Le jeune homme n'a malheureusement pas été très habile puisque sa femme n'est décédée que 6 jours plus tard. Nous sommes sur le square Dorchester, joli petit coin de verdure en plein centre-ville de Montréal. Ce square se situe à l'emplacement de l'ancien cimetière Saint-Antoine qui a accueilli des centaines de cadavres entre 1799 et 1854. À partir de cette année-là, on cesse les inhumations et on commence le transfert des corps vers le nouveau cimetière, celui du Mont-Royal. Mais dès 1871, on procède à l'aménagement du parc alors que tous les squelettes n'ont pas eu le temps d'être transférés. Des corps reposent donc encore sous les pieds des patients insouciants. Depuis, ce square est connu pour son activité paranormale nocturne. Il serait même le lieu le plus hanté de Montréal. Encore plus que le Mont-Royal, alors que pourtant celui-ci est le fief du terrible baron McTavish qui aime dévaler les pentes du Mont-Royal en se servant de son cercueil comme d'un traîneau. Mais revenons à Dorchester. Si les fantômes ici sont particulièrement virulents, c'est parce que certains d'entre eux sont morts dans des atroces conditions de souffrance pendant la pandémie de choléra de 1832. Avec la peste, le choléra est synonyme de destruction massive dans l'imaginaire collectif. Une bonne raison pour faire un point sur cette maladie qui continue de tuer plus de 100 000 personnes par an. Le choléra est une infection entérique provoquée par la bactérie Vibrio cholerae, également appelée le bacille virgule à cause de sa morphologie. La maladie se caractérise par des diarrhées et des vomissements très importants qui peuvent entraîner la mort en seulement quelques heures. Le choléra a longtemps été désigné sous le sobriquet de la peur bleue. Aviez-vous déjà remarqué que de nombreuses maladies sont associées à des noms de couleurs dans leur dénomination commune ? La fièvre jaune est qualifiée de jaune car elle s'accompagne régulièrement de la jaunisse. La tuberculose est appelée la peste blanche car elle entraîne un état de fatigue généralisé qui fait blêmir le patient, etc., etc. Et le choléra n'échappe pas à la règle. Son surnom, la peur bleue, est lié à l'un des symptômes de la maladie. Le choléra entraîne une très sévère déshydratation. Cette déshydratation fait chuter le taux d'oxygène dans le sang qui change de couleur. Cela va entraîner un changement de couleur de la peau qui vire au bleu.
Ce phénomène précis est connu sous le nom de cyanose. 7 pandémies de choléra ont été recensées entre 1817 et 1961. La plus célèbre et la mieux documentée, c'est probablement celle de 1832. Celle-ci a causé la mort de nombreuses personnalités scientifiques, dont Georges Cuvier, George William Friedrich Hegel et peut-être même Champollion. Pour ce dernier, il est possible que la maladie de Charcot, cette maladie neurologique dégénérative qui a emporté Stephen Hawking, ait également joué un rôle. Le choléra a donné beaucoup de fil à retordre aux médecins. Du coup, des remèdes complètement inefficaces, voire même empirant l'état clinique du patient, ont été proposés. L'histoire se souvient par exemple du célèbre punch de Magendie qui a été préparé en très grande quantité pendant la pandémie de 1832. Sa recette est même parvenue jusqu'à nous, je vous la livre. Il vous faut 1 litre d'eau de vie, 4 citrons, 4 litres d'infusion de tilleul et 1 kg de sucre. Si vous avez lu L'âge des tavernes, le chapitre dédié à la biture et écrit par Pierre Carner dans l'excellent livre Retour vers le paléo, vous savez que la capacité à consommer des fruits fermentés a été un sérieux avantage évolutif pour le genre Homo. En bref, être capable d'encaisser l'alcool, ça augmente les chances de survie d'un individu. Tout simplement parce qu'il peut trouver des apports nutritionnels dans des aliments qui sont délaissés par les autres animaux, comme des fruits pourris par exemple. Sauf qu'en cas de déshydratation, la consommation d'alcool c'est pas franchement conseillé. Pas idéal ce petit punch pour guérir du choléra du coup. Dans un autre genre, plusieurs médecins, pensant que le choléra était lié à une infection du sang, ont tenté de gérer la maladie avec des saignées ou des sangsues, ce qui avait pour effet immédiat d'affaiblir encore plus le malade. Dernière tentative qui partait d'une bonne idée mais faisait chou blanc. Comme on n'arrivait pas à faire boire les patients qui vomissaient tout ce qu'ils ingéraient, on a également eu recours à des injections d'eau par intraveineuse. Alors ça partait d'une bonne intention, d'ailleurs le traitement actuel consiste majoritairement à compenser la déshydratation par des intraveineuses. Simplement maintenant on utilise des solutions pour perfusion à base de chlorure de sodium. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de venir rencontrer les fantômes de Montréal. Merci beaucoup à T-Jeff d'avoir guidé nos pas vers cette ville. Si vous voulez être le prochain abonné à choisir notre destination de week-end mortel, mettez votre idée en commentaire sous cette vidéo. À bientôt. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une bouteille? Avec une étiquette qui... Bois-moi. On me l'a déjà faite celle-là. Attendez. Oui, passez-moi le Dr Carner s'il vous plaît. Oui. Oui, tout à fait, oui. 2. Un remède contre le choléra. J'ai pas le choléra, moi, je... Ok, donc... Ah, écoutez, hein... Puisque on y est, on y est. Pas trop d'infos. Oh, oula, en tout cas, je peux vous garantir que ça sent pas forcément très bon, hein. Ah, pas sûr d'avoir envie de faire ça, moi. Attendez. Eh ben c'est étonnant. C'est étonnant. Attendez. Alors c'est très sucré. C'est très sucré. On sent beaucoup l'infusion. Pas du tout l'alcool. Mais c'est très bon. Il faudrait en faire un cocktail. On mettrait un peu moins de sucre. Et puis avec on rajouterait du... C'est très bon. C'est très bon. En tout cas moi ça me guérit vachement. De plein de choses. Choléra je sais pas mais... Le reste en tout cas, je suis bien guéri. À bientôt.